Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Legoisiou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Pour cette hors-série, j'ai décidé de parler de prévention. L'idée, c'est de revenir sur tous les sujets que nous avons abordés avec nos invités pendant la première partie de cette année scolaire et de parler de sujets comme l'éco-anxiété, le numérique, le parenting, bref, des sujets qui nous parlent en tant que parents au quotidien. Alors, voici un condensé de toutes nos bonnes pratiques et de tous nos conseils avec l'équipe de Soft Kids et nos invités experts. J'espère que ça va vous plaire. Dis-moi Solène, comment aborder le problème de l'écologie avec les enfants sans les rendre anxieux ? Qui a osé faire ça ? Malcolm, c'est lui. J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait non plus. Alors Marie, comme sur les réseaux sociaux, tu te présentes comme j'éveille les nouvelles générations au développement durable sans les démoraliser. Alors comment est-ce que tu fais pour ne pas démoraliser les enfants face à cette éco-anxiété ? Vas-y, donne-nous tes astuces. Écoute, effectivement, je pense qu'on a tous, nous-mêmes adultes, parfois du mal avec à se dire qu'est-ce qu'on peut faire nous concrètement. Et donc du coup, l'idée, c'est effectivement d'engager les enfants dans une démarche positive et c'est pas forcément comme ça que c'est souvent traité dans les médias et tout. Donc je trouve que c'est important. Alors il y a plein de conseils, peut-être rapidement. La première chose, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là il y a 3 ans, quand j'ai créé Graines de Citoyens, je m'étais dit, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut en parler ? Est-ce que chez les tout petits, c'est peut-être pas... Enfin, en fait, j'avais toujours peur, et c'est ce que me disent beaucoup de parents avec qui je discute, on a peur de les inquiéter, on a peur de pas avoir le bon niveau de discours, etc. Le premier conseil, souvent des experts, c'est de dire la vérité. C'est-à-dire de pas, alors quand on a un enfant qui pose des questions, de pas, on peut avoir tendance à lui dire, bah écoute, t'inquiète pas, tout va bien, parce que en fait on n'a pas envie de lui passer l'angoisse qu'on pourrait avoir nous-mêmes. Et les experts disent que finalement c'est peut-être plutôt contre-productif, parce que dans tous les cas, il va en entendre parler à l'école, il va en entendre parler dans les médias, en mode alerte rouge, menace imminente, catastrophe, etc. Et que le fait d'accompagner, et en tant que parent, on n'a pas forcément toutes les réponses. En fait, on peut ne pas avoir la réponse à une question, mais par contre, d'être dans un rôle d'accompagnement, de dire, bah, on va se renseigner, on va regarder, on va aller trouver un livre ou poser des questions à un expert ou autre. En tout cas, d'accompagner les questions et de pas couper en mode, tu verras ça plus tard parce que c'est pas quelque chose pour les enfants. Le conseil, c'est plutôt d'être dans l'accompagnement. Et ensuite, alors il y a plein de choses, peut-être chez les plus petits, justement, le côté émerveillement à la nature, ça rebondit aussi un peu sur ce que disait Magali, mais en fait aujourd'hui on vit tous, beaucoup dans des villes, etc. Beaucoup d'enfants sont déconnectés de la nature. Alors évidemment c'est plus ou moins facile en fonction de là où on habite, mais en tout cas d'essayer de cultiver cet émerveillement, d'aller le plus souvent possible dans la nature. Ça peut être juste dans un parc ou même sur la route de l'école, d'observer les insectes, de regarder, etc. Le fait que l'enfant, plus il a de relations émotionnelles avec la nature, plus on dit toujours on protège ce qu'on aime. Au final, sans parler forcément de l'effet de serre et de faire un exposé dessus, cultiver ce côté proximité et se rendre compte de tous les services que nous rend la nature aujourd'hui donnera probablement plus envie aux enfants de la protéger plus tard. Après, moi, ce que j'adore avec Graines de Citoyens, il y a 2 choses. Il y a montrer des exemples inspirants. Donc, en gros, c'est de se dire quels sont aujourd'hui, même nous, dans notre entourage, est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui s'engagent sur la réduction de leurs déchets, sur la protection des animaux, sur quel que soit en fait le sujet, montrer des gens qui aujourd'hui s'engagent et s'éclatent dans ce qu'ils font. Là, je rebondis sur ce que tu disais sur briller. Au final, on a tous un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel on est plus ou moins, on est plus investi. Et montrer des projets, projeter finalement aux enfants des exemples inspirants, ça leur montre aussi qu'il existe aujourd'hui déjà des adultes qui se saisissent de ces sujets et qu'on ne laisse pas peser uniquement sur leurs petites épaules d'enfants la responsabilité de comment ça va se passer pour la suite. Donc je trouve que c'est toujours hyper sympa pour ça. Il y a plein de choses, il y a plein de ressources, il y a des bouquins qui sont bien faits, des reportages, des podcasts où on parle de portraits de gens qui ont des
profils et des parcours différents. Un autre conseil, c'est de passer à l'action en famille. On n'est pas obligé enfin, voilà, moi-même, il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas du tout, c'est pas du tout idéal, mais de commencer finalement par les petits pas. Pour des enfants, finalement, le fait d'être mis en action sur un sujet quel qu'il soit, ils sont contents, ils se sentent investis, et donc on est moins inquiet. La clé, c'est quand on agit, on fait baisser le niveau d'anxiété, justement. Donc, se mettre en action. Et puis, le dernier conseil pour moi, c'est le côté ludique. Moi, c'est vraiment mon cheval de bataille avec Graines de Citoyen, mais c'est des sujets, les sujets de société, ça peut être des sujets qui sont un peu lourds. Et en fait, l'idée, même nous adultes, une formation, on va apprendre 10 fois mieux si on s'amuse, si on manipule, si on fait. Donc voilà, du coup, je prêche des convaincus ici, mais l'idée, c'est de dire utilisons aussi ces sujets-là pour le faire avec eux sous la forme de jeux, sous la forme d'activités qui vont retenir parce qu'ils auront fait des choses et qui se seront appropriées. Donc voilà, les jeux et les livres, moi c'est aussi un de mes sujets où quelle que soit la tranche d'âge, il existe des pépites incroyables pour lancer la discussion avec un enfant. Le livre, il est quand même vraiment un super moyen de lancer. Et voilà, du coup, moi j'ai plein, sur les réseaux, etc. Souvent, je partage des choses que je découvre, mais en tout cas d'utiliser des supports de médiation. Comme ça, on se sent nous-mêmes parents un peu plus légitimes parce que finalement, ça vient aussi pas de nous. Et par contre, ça nous permet après d'avoir cette fameuse discussion comme Magali disait sur les ateliers philo, mais c'est un peu la même chose, de dire finalement qu'est-ce qui est important pour moi, comment je vois les choses dans mon quotidien, etc. Donc voilà, s'amuser, c'est le mot d'ordre pour moi pour que ce sujet soit aussi un peu décomplexé et qu'ils aient envie finalement d'aller, de projeter et de s'engager sur les sujets de développement durable. Donc là, on a reçu une question d'un parent qui nous dit « Avec l'entrée au collège, ma fille a installé WhatsApp. Comment l'accompagner dans cette utilisation ?» La question qu'on entend très souvent. Axel, quelles sont tes recommandations ? Alors, c'est vrai que WhatsApp est très souvent utilisé comme premier espace pour un groupe classe. Et d'ailleurs, nous, on avait fait une enquête cet été, puisqu'on a une opération qui s'appelle Bienvenue les sixièmes, justement pour sensibiliser aux enjeux d'éducation à l'entrée au collège sur les enjeux numériques. Et on avait fait une enquête auprès de 1000 parents en leur demandant s'ils allaient équiper leur enfant et s'ils équipaient, quel service ils allaient autoriser. Alors, on voyait que, globalement, ils avaient tous dit, dans les réseaux sociaux, non, à plus de 95%, non, pas de réseaux sociaux. Et la moitié, WhatsApp, c'était OK. Alors ça nous a interpellés parce que WhatsApp, ça reste un service interdit aux moins de 13 ans. Et c'est depuis cette année, parce qu'avant, c'était moins de 16 ans, comme toutes les messageries. C'est de plus en plus un réseau social parce qu'il y a des stories, il y a des chaînes, on peut avoir accès à du contenu, il y a des groupes où on peut discuter avec des inconnus, il y a des messages éphémères, donc de plus en plus les messageries, elles jouent aux réseaux sociaux. Donc il faut avoir en tête et pouvoir transmettre les mêmes messages de vigilance. Alors c'est intéressant WhatsApp parce que en général, pour le coup, c'est un outil que les parents connaissent bien. Et ça peut être un super support d'éducation aux échanges en ligne. Moi, ce que je préconise, en tout cas c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, parce que ma grande, il n'y avait pas encore... elle a eu un téléphone à touche quand elle est rentrée en 6e parce qu'il n'y avait pas encore trop de smartphone, mais mon plus jeune, bien sûr, WhatsApp. Je lui ai dit, officiellement, tu as pas l'âge, mais on avait déjà un groupe famille où on échangeait et ça avait permis de mettre en place certaines règles d'échange ensemble. Et je lui ai dit, moi, le WhatsApp de la classe, je veux bien parce que je trouve que c'est bien que tu puisses échanger avec tes camarades et je veux pas que tu sois exclu de cet espace-là. Mais comme officiellement, t'as pas l'âge, on va le regarder ensemble, cet espace. C'est-à-dire, c'est pas un endroit où tu vas échanger seul. Moi, je veux qu'on puisse vérifier ensemble que tu sais ce qu'on peut dire dans un groupe classe. Et ça m'a permis de voir qu'en fait, les enfants ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'on partage avec qui. Donc déjà, les premières règles des échanges en ligne qui vont être valables sur les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce qu'on échange avec qui. Donc ça peut déjà faire un premier sujet de discussion. Est-ce que le fait qu'on a été goûté chez mamie hier ou qu'on a acheté des baskets, est-ce que c'est un sujet qui se partage avec des camarades qu'on connaît depuis 3 jours ? Peut-être pas. Est-ce qu'on envoie des photos de sa chambre ou de ses photos en maillot de bain ? Peut-être pas non plus. Et ensuite, alors ce qui est génial, c'est qu'en général, il se passe pas plus de 2-3 jours, alors avant que ça parte en cacahuète, il va y avoir des premières insultes, il va y avoir des premières choses qui sont pas dans un cadre, un échange, j'ai envie de dire, respectueux et bienveillant. Et donc, nous, on s'est servi de ça en disant, regarde, là, la personne, comment elle parle, qu'est-ce que tu en penses ?
comment tu penses que l'autre personne va recevoir ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il faut se taire? Est-ce qu'il faut en parler? Donc, ça a été un super support d'éducation. Donc, moi, ce que je conseille aux parents, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté de ces outils et de marginaliser son enfant à partir du moment où un groupe classe est mis en place, mais de s'en servir comme un super terrain pour préparer les échanges en ligne et se dire que puisqu'en 6e, l'enfant n'a officiellement pas le droit d'être sur WhatsApp, eh ben, c'est la place du parent d'être à côté et de lui dire je vais pas flipper, je vais pas regarder tout ce qu'on dit, mais de temps en temps, on va regarder ensemble et surtout, tu m'alertes si tu vois qu'il y a des choses qui se passent pas bien. Instant promotion. Avant de plonger ou de replonger dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur la chaîne YouTube de Soft Kids, mais aussi sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Alors, abonnez-vous et laissez-nous un avis 5 étoiles pour nous aider à continuer. Vos commentaires et vos idées pour des futurs épisodes sont également les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire à contact@softkids.net. Donc là, on a une question, c'est je ne souhaite pas partager des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux, mais à chaque réunion de famille, quand je rentre, je vois qu'ils apparaissent sur le Facebook de mes parents et sur l'Insta de ma belle famille. Comment les sensibiliser sans qu'ils se fâchent? Alors, en fait, en termes généraux, c'est un peu rappeler tout ce qu'on a dit juste avant. Nous, la campagne, elle peut aussi servir d'outil. Alors, je dis pas qu'on sort son téléphone en mode attends, je te montre la campagne Caméléon parce que je pense que tu peux comprendre quelque chose. Mais en fait, essayer d'utiliser, nous, c'est un parallèle qu'on fait aussi même avec les enfants, de faire un parallèle hors ligne, en ligne. Donc là, choquerait si quelqu'un donnait des photos de enfants dans la rue. Donc pourquoi vous le faites en ligne? Et en fait, ce parallèle de ramener à la réalité qu'on connaît fonctionne plutôt bien, sensibilise sans trop choquer, sans trop fâcher, on va dire. C'est aussi rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question du droit à l'image de l'enfant. En fait, juste que l'enfant a des droits et que si moi, en tant que parent qui suis la personne qui exerce ce droit à l'image, j'ai pas envie que mon enfant soit diffusé sur les réseaux sociaux, c'est mon droit et on va en rester là et voilà. Pour ma part, c'est d'être hyper catégorique sans être agressif, mais c'est de poser les choses en disant moi je ne souhaite pas que mes enfants soient sur les réseaux sociaux. Avec leur visage visible, avec des feuilles, ça marche, mais sinon non. Et donc du coup, voilà, point. Et moi, c'est posé de façon vraiment très claire auprès de, parce qu'on parle des familles, mais même dans les cercles amicaux, en fait. Voilà, moi, c'est posé de façon très très claire en disant, je ne souhaite pas qu'ils soient reconnaissables, ni leur visage, ni le lieu géographique. Et c'est posé vraiment de façon, encore une fois, pas agressive, mais très très ferme, quoi. Et je pense qu'il y a une prise de conscience en fait qui est en train de se faire, ce que vous disiez tous et tout à l'heure en fait, sur on a envie de retrouver cet espace privé qu'on a perdu avec l'explosion des réseaux sociaux. Donc j'aurais tendance à être un peu optimiste sur le fait que les gens comprennent peut-être de mieux en mieux par rapport à il y a encore quelques années. Donc je pense que c'est en bonne voie quand même de ce côté-là pour pouvoir juste expliquer avec des mots très simples que non, je veux pas que mon enfant soit sur les réseaux sociaux comme tu disais Pascal et que ça doit suffire. Après, si ça marche pas, on y va et on sensibilise à fond, quoi. Comment est-ce que je peux savoir s'il est victime d'harcèlement et comment je peux réagir sans empirer la situation? Et donc là, je mets une question sur la question. Comment est-ce qu'on fait en tant que parent pour se dire non mais là j'en fais pas trop, quoi? Eh bien, je pense que la seule personne qui peut dire ça, c'est l'enfant harcelé lui-même, en fait. Mais ça revient à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que je pense que, encore une fois, donc ça c'est très important et vraiment il faut que les parents l'entendent, les adolescents harcelés, les enfants harcelés, ils n'en parlent pas à leurs parents, dans une majorité de cas, hein, ça il faut le savoir, pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ne veulent pas inquiéter des parents déjà très inquiétés, comme je le disais au préalable, donc ils disent ça va faire partir maman de façon absolument horrible. Voilà, elle va être super mal, voilà, et papa, voilà, et puis ils vont être super malheureux. Et puis la deuxième raison pour laquelle ils n'en parlent pas, c'est qu'ils ont peur de ce que vous allez faire pour faire cesser ça, d'accord? Donc ils ont peur, par exemple, pour certains, que on aille voir les enfants eux-mêmes qui font ça, parce que ça vraiment c'est quelque chose on ne se rend pas compte à quel point ça les met mal à l'aise en fait. Hein. C'est-à-dire quand une maman ou un papa va voir un autre enfant en disant tu arrêtes maintenant de t'en prendre à ma fille parce que sinon ça va mal aller, ils ne se rendent pas compte à quel point ça les fragilise.
Je veux dire, c'est comme s'il mettait un post-it sur le front en écrivant vas-y, fais-toi plaisir, sans ma mère, je ne suis rien. Ce qui n'est pas exactement quelque chose de très adéquat pour renforcer leur puissance, quoi. Ils n'ont pas forcément envie qu'on aille en parler au CPE. Ils n'ont pas forcément envie d'un certain nombre de choses parce qu'ils se disent, et je suis désolée, mais ils sont plus compétents que nous. Ça, c'est qu'il faut quand même l'admettre, puisque la plupart du temps, les enfants victimes de harcèlement, ils sont très observateurs, très fins, ils sont aux aguets en permanence, donc je veux dire, ils voient des choses qu'on voit pas. Et encore une fois, c'est encore un sujet qu'on regarde avec nos lunettes d'adultes, donc on est très très myope. Et donc, ils ont hyper peur de ça parce qu'ils ont peur que ça soit encore plus dur pour eux derrière. Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles ils n'en parlent pas. Donc, si dans son cœur de maman inquiète, dans son cœur de papa inquiet, on a la sensation que potentiellement son enfant est soit maltraité, soit isolé, qui est une nouvelle forme, je trouve, de souffrance qui vraiment prend beaucoup de place en ce moment. Et d'ailleurs, je te coupe, mais il paraît que les filles, c'est beaucoup plus l'isolation. Est-ce qu'il y a ce stéréotype de genre? Enfin, j'avais lu que les filles, souvent, elles étaient isolées, t'es plus ma copine, alors que les garçons, c'était plus les moqueries. Enfin, je sais pas. Oui, alors. Les filles, ce qu'elles font beaucoup, c'est qu'elles prennent et qu'elles elles jettent, elles reprennent, elles jettent, elles reprennent. Elles font beaucoup ça, en fait. Voilà. Les garçons sont plus dans une espèce d'intimidation qui s'appuie un peu sur la force physique. Mais bon, tout ça est très peu étanche, quand même. Donc, si dans son cœur de papa, de maman, on se dit, j'ai la sensation, moi, que c'est difficile pour lui avec les autres en ce moment, alors je pense que ce qui est très intéressant à dire à son enfant, c'est de lui dire, ou à son adolescent, j'ai l'impression que c'est dur pour toi en ce moment. Je comprends que tu ne m'en parles pas, parce que nous, les adultes, on fait des choses très étranges à certains moments, donc je comprends, surtout si on a déjà fait des conneries, donc je comprends que tu ne m'en parles pas. Sache que si tu m'en parles, je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas strictement d'accord. Alors, ça a l'air vraiment d'une simplicité sans nom, sauf que c'est absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire que on ne fait pas du tout confiance aux enfants harcelés aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils n'ont pas de compétences, qu'ils sont faibles par nature, qu'ils le resteront tout le temps. Enfin, je ne sais pas exactement quelle vision on a d'eux, mais on ne les écoute jamais lorsqu'ils disent je ne veux pas qu'on fasse ça. On pense à leur place, en fait. Et donc, très clairement, chaque fois qu'un parent fait ça, l'enfant est plus apte à lui dire s'il lui fait confiance, parce que si derrière c'est pour pas tenir l'engagement, là vraiment vous perdez complètement sa confiance. C'est débilité, ouais. Mais là alors il peut dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre du tout, parce que je veux dire, franchement, pour un parent, et peut-être on l'a pas assez dit, c'est une douleur animale que de savoir que son enfant n'est pas aimé, qu'il est isolé, qu'il est maltraité, etc. C'est affreux. Et donc il faut le dire, en fait. Je crois qu'il faut le dire, c'est-à-dire qu'il faut dire à son enfant, je suis ultra triste de ce qui t'arrive, chérie, je trouve ça horrible. En plus, je ne comprends pas comment il ne voit pas la personne magnifique que tu es. Je ne comprends pas cet aveuglement qui les caractérise. Je suis tellement désolée pour toi. Voilà, et de faire un câlin et de dire après, on discute ensemble de ce qu'on peut faire, mais je ne t'imposerai rien. Je me sens pas à l'aise avec ces discussions. Quelle alternative existe-t-il pour que mon enfant ait tout de même accès à une éducation affective, mais j'ose pas lui en parler. Alors, est-ce que vous avez des ressources à conseiller? Est-ce que toi, Valérie, tu as des ressources? Moi, je dis juste, j'en ai trouvé une qui m'a été donnée justement sur LinkedIn, où j'avais fait un post sur le sujet. Il y a la chaîne Lily qui vient juste de sortir toute une série de mini-vidéos, mais genre de 3 minutes, qui s'appelle Sexotruc. Comment on fait les bébés, qu'est-ce que ça veut dire pédophile, est-ce que deux garçons peuvent s'aimer, voilà. Donc apparemment c'est une série qui est très bien faite. Moi je regardais un petit épisode, voilà. Donc ça c'est une première ressource. Est-ce que vous en avez d'autres à conseiller? Oui, moi j'aime bien les petites vidéos Vince et Lou. Et il y en a pas mal autour de ces sujets. Vous savez, Vince et Lou, c'est un petit garçon et sa petite sœur qui se posent plein de questions. C'est des vidéos courtes en dessin animé qui sont accompagnées de tout un déroulé pédagogique. On peut les regarder en classe et ensuite avoir des débats. Pour les petits, c'est plutôt début de primaire, etc. Et il y en a une qui est sortie il y a pas très longtemps sur le consentement. Il y en a une sur les stéréotypes de genre. Et voilà, il y a plein de vidéos. C'est très bien fait, c'est assez humoristique, ça plaît bien aux enfants. Donc voilà, Vince et Lou, j'aime bien.
Bon, Valérie, du coup, tu nous proposes Silex for Family pour les ados. Ouais, il y a ça, mais en fait pour moi, non, pas pour les enfants. Pour moi, c'est vraiment pré-ado. Pour moi, c'est intéressant de commencer à regarder avec un pré-ado et après, en gros, lui mettre entre les mains pour qu'il aille continuer à regarder tout seul. Parce que alors, je fais juste une petite aparté. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que à un certain moment, de toute façon, quand tu interroges les ados, la dernière personne avec laquelle ils ont envie de parler de ces sujets-là, c'est quand même leurs parents. Donc c'est pour ça que de toute façon dans la famille il y a quand même une limite. Alors après tu peux parler, tu parles un peu toute seule, mais bon tu sais que c'est entendu, mais tu as assez peu de réponses. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un moment où en fait quand les enfants sont jeunes, on peut commencer à aborder ces sujets-là avec eux jusqu'à ce qu'ils soient pré-ados. Donc pour moi Silex c'est bien. Et moi sur les petits j'aime bien les livres. Je trouve que voilà un livre, lire un livre avec un enfant, regarder avec lui, etc. C'est pour ça que je tournais la tête parce que j'étais en train d'essayer de chercher le bouquin auquel je pensais. Évidemment, le nom de l'auteur m'échappe au moment où j'en ai besoin. Ah bah ça y est, si, il y a le livre de Charline Vermont, 120 questions autour de la vie affective et sexuelle, qui est super bien fait. Très très bien fait parce qu'en plus c'est par âge. Donc, ouais, voilà. Donc, voilà, on a les questions en fonction des âges. Elle a pris toutes les questions, elle a fait travailler toute sa communauté qui lui a envoyé, je sais pas combien, je crois qu'au départ elle avait 900 questions qu'elle a réduit à 120. Ouais. Et le livre est très très bien fait. Côté jeux vidéo, il n'y a pas de jeux vidéo vraiment éducatifs sur la question. Par contre, il y a énormément de jeux qui vont sensibiliser le jeu vidéo à travers l'immersion. C'est un super outil de sensibilisation parce que typiquement, un jeu vidéo, on se met à la place d'un autre personnage. Donc, il y a un vrai impact qui se fait dans la personnification. Et il y a énormément de jeux, notamment des jeux français, je pourrais en citer tout à l'heure, qui vont effectivement aider à la prise de conscience aux questions du consentement, de respect, d'identité de genre, de respect mutuel, d'empathie, des relations humaines, et qui vont le faire en plus de manière un petit peu inconsciente. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est que sous le côté divertissement, on va transmettre des messages un petit peu inconscients qui vont permettre de normaliser énormément de sujets. Et généralement, les jeux qui le font bien sont notamment des gros jeux, des gros blockbusters. Hein. Je pense à The Last of Us qui est super pour ça, parce qu'on vend pas ça comme un jeu qui va parler d'un sujet LGBT ou autre. C'est d'abord un bon jeu, et en seconde lecture, à travers un personnage, à travers une histoire, on va sensibiliser à un sujet comme le genre ou comme l'homosexualité ou autre. Donc, t'as The Last of Us, mais est-ce qu'il y en a un que tu veux nous recommander? Deux recos de jeux qui peuvent être intéressantes. Il y a 2 jeux français en plus. Il y a Life is Strange qui est très très cool, qui est très connu, qui est super aussi pour les adultes. Si vous jouez pas aux jeux vidéo, c'est un jeu vidéo qui est assez accessible parce que ça demande pas des grosses compétences. C'est beaucoup d'interactions, de dialogue, c'est assez narratif, une petite enquête, un petit mystère. Et à travers les personnages, effectivement, on va explorer les émotions, l'intimité, le respect, l'amitié aussi, l'amour. Et ça va vraiment encourager à la compréhension de soi et au respect des autres. Donc The Life is Strange, qui est du studio Naughty Dog, qui est un studio français, et un super jeu mobile que je vous encourage aussi à télécharger, qui est pas très cher, qui a été fait par un studio français. C'est Normal Lost Phone. Et en fait, c'est qu'on trouve un téléphone portable et on va devoir farfouiller dans ce téléphone en trouvant des codes, lisant des textos et tout ça. Et à travers la découverte dans ce téléphone, on va découvrir l'histoire d'une personne. Et bon, je peux pas trop vous spoiler, sinon ça enlève tout l'intérêt du truc, mais c'est très très intelligent et ça va vraiment être sur des sujets. Non, je peux pas trop en dire, sinon je vais tout vous spoiler, mais vraiment c'est très très cool. C'est un peu des énigmes, hein. On va on débloque les textos, puis après on débloque les mails, et à travers le truc on va comprendre quel était le mystère, les enjeux de cette petite histoire, avec une forte émotion et une vraie sensibilisation à un sujet qui est assez complexe à comprendre et qui est fait d'une très belle façon. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.